Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. Voici pour vous les titres. À Yamoussoukro, l'INPHB accueille les assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO. À Toumoudi, atelier de réflexion sur les mesures à prendre pour des élections apaisées. Encore à Yamoussoukro, créativité et écologie, retour sur le Festival international de mode et de recyclage. Et enfin à Boiflé, mouvement social à la mine de Yaouré, les grévistes exigent des améliorations. L'étape ivoirienne des assises nationales de la jeunesse de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est déroulée le mercredi 12 février 2025 à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cet événement revêt une importance particulière dans le cadre d'un processus de consultation régionale visant à engager les jeunes de manière significative et à intégrer leurs perspectives dans les politiques et initiatives qui les concernent. L'objectif principal est de recueillir, d'analyser et de valider les attentes ainsi que les propositions formulées par les jeunes afin d'assurer une prise en compte adéquate de leurs préoccupations. Reportage de Soro Estelle. Ces assises de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'inscrivent dans une initiative plus large. L'objectif principal est de recueillir, d'analyser et de valider les attentes ainsi que les propositions formulées par les jeunes afin d'assurer une prise en compte adéquate de leurs préoccupations. Ce processus de consultation est essentiel pour garantir que les voix des jeunes soient entendues et intégrées dans les décisions qui les affectent. En Côte d'Ivoire, c'est l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny qui accueille cet événement. Je voudrais vous dire que l'INPHB est très heureux d'abriter en son sein aujourd'hui ces assises de la jeunesse. Il faut dire que ces assises sont une réelle opportunité pour nous de pouvoir discuter justement de la problématique de la jeunesse de façon générale. Vous êtes sans savoir les problèmes que nous traversons au niveau de la CEDEAO avec des États frères et la problématique de l'AES. Toutes ces questions nous amènent justement à nous interroger et surtout à aller questionner un peu les motivations et les problèmes véritablement ressentis par notre jeunesse de façon générale. Dans cette optique, des ateliers ont été organisés pour analyser et valider les résultats d'une enquête menée auprès des jeunes de l'ensemble des 31 régions des 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Ces ateliers ont permis d'identifier des idées novatrices et des pistes d'action concrètes adaptées aux besoins spécifiques de cette tranche de la population. Fanta Cissé, la représentante résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de ces assises comme une étape décisive dans la volonté d'instaurer une nouvelle dynamique en faveur de la jeunesse de la région. Elle a insisté sur le fait que l'engagement des jeunes est crucial pour le développement socio-économique et culturel de leur pays. Alors, la CEDEAO accorde un grand intérêt à ces assises que nous avons commencé depuis 2024 au Sénégal, au Bénin et au Ghana. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, à l'INPHB à Yamoussoukro, afin de pouvoir rencontrer donc les jeunes, discuter avec eux, échanger avec eux sur leurs problématiques, la problématique des jeunes, comprendre leurs difficultés à pouvoir s'insérer sur le plan professionnel, culturel, économique et autres dans la société. Et donc nous sommes là pour les écouter, les comprendre également, susciter avec eux certains intérêts et voir quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mener afin qu'ils enfin se sentent réellement intégrés, n'est-ce pas, dans tous les milieux, que ce soit le milieu politique, le milieu économique, le milieu social, en tout cas tous les milieux de la société, et qu'on puisse vraiment réaliser des actions concrètes avec eux et pour eux surtout, et voir comment est-ce que ces actions peuvent être favorables et pertinentes. De son côté, Emmanuel Nikwe, représentant du ministre ivoirien en charge de la jeunesse, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à cette démarche inclusive. Il a mis en avant
la volonté des autorités de travailler main à main avec les jeunes pour répondre à leurs attentes et offrir des opportunités d'épanouissement. Nous avons une démarche totalement inclusive qui favorise la participation des jeunes aujourd'hui dans tous les processus de prise de décision. Notre ministère est donc impliqué dans ces assises pour comprendre davantage les préoccupations des jeunes, identifier de nouvelles initiatives, mais surtout démontrer déjà l'existant, ce qui est fait, apprécier ensemble l'impact de ce qui est fait avec les jeunes et bien entendu écouter les jeunes comme on le fait, de sorte à pouvoir trouver de nouvelles solutions aux nouveaux défis qui se présentent pour les jeunes. Cette rencontre en Côte d'Ivoire constitue également la dernière étape avant la conférence régionale de la jeunesse de la CEDEAO qui se tiendra à Dakar. Cet événement rassemblera les jeunes de tous les États membres afin de finaliser les recommandations issues de cette phase pilote, remarquant ainsi une avancée significative dans la prise en compte des aspirations et des défis auxquels fait face la jeunesse de la région. Des chefs de village, leaders d'opinion et membres de l'ONG Toumoudi Terre de Fraternité se sont réunis pour réfléchir aux stratégies à adopter en vue des élections pacifiques d'octobre 2025 à Toumoudi. Cet atelier vise à sensibiliser la population, surtout après les stratégies des élections précédentes. Les participants comprenant des cadres et chefs traditionnels s'engagent à promouvoir des valeurs de paix et de tolérance à travers des actions concrètes. Ils appellent chaque citoyen à contribuer à des élections sereines en évitant que l'argent ne divise les communautés religieuses et ethniques. Reportage d'Inès Nda. Les chefs de village, des communes et des quartiers ainsi que les leaders d'opinion ont répondu présents à l'invitation du président de l'ONG Toumoudi Terre de Fraternité pour participer à un atelier de réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre en vue des élections pacifiques d'octobre 2025 dans la ville de Toumoudi. Ce sujet sensible touche particulièrement les populations de Toumoudi qui ont été marquées par les tragédies survenues lors des élections d'octobre dernier. Au cours de cet atelier, des échanges fructueux ont eu lieu, accompagnés de recommandations visant à sensibiliser tant la population que les acteurs politiques. Nous serons dans les villages et dans les quartiers pour parler aux jeunes, pour parler aux femmes, pour leur dire ce qui est l'essentiel, c'est Toumoudi, c'est notre fraternité, c'est de l'amour entre nous. Ensemble, nous avons pensé et nous avions dit qu'il y a des pro-Gbagbo, des pro-Tiam aujourd'hui, des pro-Alassane. Nous cherchons des pro-Toumoudi. Et nous voulons que nous soyons tous, même si nous sommes pro-ceci ou pro-cela, que nous soyons tous pro-Toumoudi pour l'intérêt de Toumoudi, pour l'avancée de Toumoudi, afin que plus jamais à Toumoudi, il y ait encore des morts au nom des élections. Élections qui est faite pour le développement de la région. Les cadres de la ville ainsi que les chefs traditionnels accueillent cette initiative avec enthousiasme et s'engagent à mobiliser chaque citoyen autour des valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble par des actions concrètes et non seulement par des discours. Si la population ne suit pas les mots d'ordre lancés par les hommes politiques, il n'aura rien sur le terrain. En 2015, nous avons sensibilisé les gens à Gaïwa et à Daloa pour dire si des gens vous demandent d'aller dans la rue, faire des barrages de route, demandez que leurs enfants soient avec vous, ou leurs épouses ou leurs beaux-frères soient avec vous sur le terrain pour barrer la route. Sinon, n'allez pas. Ils protègent leurs enfants, leurs belles familles, et vous, on vous jette dans la rue pour aller barrer la route, pour vous entretuer. Et après, on vient vous donner 1 million, 2 millions d'enveloppes pour dire on compatit. Non, ne faites plus ça. Et donc, nous sommes dans la sensibilisation pour demander aux populations de certainement faire la politique. Choisir son parti, d'aller voter, et quand on a fini de voter, on vient tranquillement à la maison, on attend les résultats. Celui qui a gagné, on applaudit, celui qui a perdu, il attend 5 ans plus tard. Voilà grosso modo ce que je veux dire. L'initiative est bonne, il faut la soutenir. Mais ceux qui sont vraiment visés, ce sont tous nos grands responsables politiques. Et ce matin, ça a été relevé. Je n'ai pas envie de dire que ceux qui sont au plus haut, les candidats, et ceux qui parlent aussi en leur nom, doivent utiliser vraiment le bon ton. Donc, en stratégie, nous devons, en les rencontrant, leur apprendre ce ton, ce bon ton. Parce que les philosophes
du langage. Lucien Malson dit que le langage est un pistolet chargé. Donc c'est lorsque ton pistolet chargé, tu libères ce langage, dès qu'il crée des frictions, alors les foules se lèvent. Et donc il faut qu'à la base, nous puissions vraiment leur apprendre ce bon ton pour éviter l'embrasement de la vie de Tumodi et notre seule patrie, la Côte d'Ivoire. C'est en faisant front commun que nous parviendrons à des élections apaisées, tant au niveau national qu'au sein de nos villes et villages. Un appel est donc lancé à chaque citoyen pour promouvoir la discipline, la tolérance et surtout pour veiller à ce que l'argent ne devienne pas un facteur de division entre les différentes religions et ethnies. Les récompenses des couturiers et artisans engagés dans le développement durable du Festival international de mode et de recyclage a lieu récemment à Yamoussoukro. Les participants ont été récompensés et des lauréats ont encouragé d'autres à s'engager dans des initiatives similaires. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour annoncer la prochaine édition qui se tiendra les 4 et 5 avril 2025. Suivons ensemble le reportage de Soro Estelle. La ville de Yamoussoukro s'est animée ce mardi pour accueillir le très attendu Festival international de mode et de recyclage. Cet événement unique a rassemblé plusieurs couturiers et artisans de la mode, démontrant ainsi l'engagement croissant vers le développement durable et l'innovation créative. Le festival a mis à l'honneur ceux qui ont su allier savoir-faire et créativité au service de la couture tout en intégrant les principes du recyclage. Ce fut une belle occasion de célébrer le talent et la passion des acteurs de la mode tout en soulignant l'importance du recyclage dans notre société. Il s'agit de réunir tous les acteurs de la mode autour du recyclage et les inciter à pratiquer le recyclage de tout ce qu'ils produisent comme déchets. Et à travers ce festival également, nous avons tous les acteurs qui sont dans le recyclage également. Et en un mot, c'est pour faire la promotion du recyclage et par rapport à la protection de notre environnement. Comment utiliser des déchets textiles pour faire d'autres choses. En faisant cette formation, déjà ça leur donne un plus par rapport à la protection de l'environnement. L'initiative du Festival international Mode et Recyclage est à saluer et le ministère de la Culture soutient et accompagne l'initiative. C'est une activité de promotion des métiers des arts et de la culture donc, qui s'inscrivent donc dans les industries culturelles et créatives. Le ministère de la Culture et de la Francophonie met en avant depuis quelques années la promotion de ces industries-là en raison de leur capacité à produire, à créer des emplois et à créer aussi des richesses. Donc c'est un bon canal de résorption du chômage. Voilà pourquoi nous accompagnons l'initiative de Prosper que nous encourageons toujours. Les visiteurs ont pu découvrir une riche variété de créations réalisées à partir d'objets quotidiens et de déchets textiles. Au cours d'une formation de 3 jours, plus de 30 participants ont appris à transformer des matériaux considérés comme inutiles en véritables œuvres d'art, prouvant ainsi que la mode peut être à la fois esthétique et responsable. Les artisans qui ont brillamment participé à cet événement ont reçu des diplômes de participation et plusieurs lots de reconnaissance en leur talent et leur engagement. Les grands lauréats du concours, Kwakunge Saint-Éric, lauréat du premier prix, et Kwame Epiphanie, ont exprimé les joies et ont encouragé d'autres à s'engager dans cette initiative similaire. En tout cas, je suis très en joie. Voilà. En tout cas, je dis merci à Dieu et puis je dis merci parce que je suis très en joie. Donc, le conseil que je peux donner à mes frères, à mes soeurs, c'est que vraiment de se battre, de se donner à fond, voilà, pour pouvoir arriver là où ils veulent arriver. Ça me rend très heureuse parce que c'est une grâce de participer à un événement FIMORE, mode de recyclage, c'est une grâce pour moi de participer. Donc je dis mais vraiment merci à l'équipe et merci aussi à les organisations. Merci à tous. Ça n'a pas du tout été facile parce que vraiment d'abord chercher
pour recycler les sachets, les morceaux, ça n'a pas été du tout facile. Mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce, on a pu arriver à ce stade-là. Je demande à mes mamans, à mes soeurs, les jeunes, de participer, d'être courageuses. Parce que quand tu es courageuse, tout peut arriver. Dans la vie, on ne sait jamais. Matin, tu te lèves, tu te bats. En tant qu'une femme, tu dois te battre. C'est ça, quand on dit une femme. Les organisateurs ont pu annoncer la prochaine édition qui se tiendra du 4 au 5 avril prochain, promettant encore plus d'innovation et de surprises pour le public et les participants. Le Festival international de mode et de recyclage s'affirme ainsi comme un événement incontournable dans le calendrier culturel de la région, alliant mode, recyclage et sensibilisation à l'écologie. Rendez-vous est donc pris en avril pour découvrir encore plus de créations et participer à cette belle aventure qui a rimé mode et éco-responsabilité. Depuis le 5 février, les travailleurs de EPSA, sous-traitants de la mine d'or gérée par Perseus Mining, sont en grève illimitée. Ils protestent contre des conditions de travail jugées inacceptables, des licenciements abusifs et le non-respect des engagements de leurs employeurs. Plus de détails avec notre correspondant sur place, commenté par Inès Nda. Depuis le 5 février, les travailleurs de EPSA, la société sous-traitante de la mine d'or gérée par Perseus Mining, ont lancé une grève illimitée. Vêtus de bandeaux rouges et brandissant des pancartes, les grévistes ont stoppé l'activité de la mine pour faire entendre leur mécontentement. Ils dénoncent des conditions de travail jugées inacceptables, des licenciements abusifs, ainsi que le non-respect des engagements pris par leurs employeurs. Les manifestants ont déclaré qu'ils poursuivraient leur mouvement tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, notamment le paiement de la prime de fidélité, de la prime de logement, de la prime de production ainsi qu'une assurance complémentaire comme stipulé dans leur contrat. Parmi leurs principales demandes figure également la démission de la directrice des ressources humaines. Nous travaillons 14 jours sur le chantier. 14 jours sur le chantier, c'est trop en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. C'est la seule mine qui fait ça. C'est du jamais vu. 14 jours et on est mal payé. C'est étonnant. Il y a des sociétés qui font 3 jours de travail, 3 jours de repos. Mais le salaire nous dépasse. Nous ne sommes pas venus mendier. Nous avons nos connaissances. Nous travaillons dans cette entreprise. 12 heures par jour. 12 heures. Et on est pointé 10 heures. Et on est pointé 10 heures. Les 2 heures là, c'est pour eux. Pourquoi cette entreprise portugaise là, si elle ne peut pas résoudre le problème des Ivoiriens, elle n'a qu'à quitter. C'est clair. On est fatigué. Il y a longtemps qu'on travaille dans cette entreprise. 5 ans. Ça fait 4 ans. 5 ans. Des négociations, rien n'a abouti. Est-ce que nous sommes des esclaves des Portugais ou bien des Espagnols? Pas question. Nous, on a envie de causer avec le directeur général, l'homme même qui a créé son entreprise. On a envie de le voir avant que ce problème serait débattu. On est fatigué. Merci. Je suis de la communauté de Kwakuyanou, un village non loin d'ici. Et nos terres sont sérieusement impactées. Si on veut voir, même la moitié de nos terres sont impactées. On a un sérieux problème ici. Quand moi je rentrais ici, j'avais pas du sel. Mais à cause des conditions d'ici, difficiles d'ici, actuellement, moi je pique des crises du sel. Les conditions sont difficiles. On va prendre par exemple la prime de logement. Cette prime que depuis, on pleure pour qu'on soit payé. Nos collègues qui sont à côté de nous ont des primes de logement. C'est vrai? Oui, la maison même paye ses travailleurs. Ils ont des travailleurs. Leurs travailleurs ont des primes de logement. Voilà, nous on n'a pas ces primes-là. On a commencé ici dans des conditions vraiment difficiles. Au début, il n'y avait pas de bus qui nous transportaient. Moi, je suis dans le village derrière. La voie patine. Des fois, quand je m'habille, je sors. À la sortie du village, je tombe. Et puis, je vais à la maison. Il y a eu des blessés. Mais je vous dis que jusqu'à présent, la maison mère envoie le bus chez nous. Mais jusqu'à présent, EPSA ne peut pas envoyer bus. Je dis, pour simplifier la chose, je déménage, je vais ailleurs. Au début, ils envoyaient le bus nous chercher, nous déposer. Mais on a eu le malheur de faire un AG
où on s'est rassemblés pour pouvoir discuter de nos difficultés. Ils ont interdit carrément aux chauffeurs de bus d'aller nous déposer les soirs. Moi, par exemple, je me lève à 3 heures du matin pour pouvoir venir négocier. Pour un trajet de 5 minutes, je suis obligé de donner 1000 francs au chauffeur pour qu'on me dépose, pour que je puisse emprunter le bus et venir. Les conditions sont carrément difficiles. Des fois, je pleure. Donc, toutes ces revendications-là, on veut que ça soit réglé. Nous, on est chez nous. On veut travailler en paix. La directrice de EPSA, malgré nos tentatives de contact, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Toutefois, la responsable des ressources humaines jointe par téléphone a indiqué que des négociations étaient en cours pour parvenir à un accord et permettre la reprise du travail. Il convient de rappeler que la mine d'or de Yaouré à Angovia avait déjà été le théâtre de tensions en juin 2024, lorsque des riverains avaient manifesté contre Perseus Mining pour non-respect de ses engagements, entraînant l'incendie de plusieurs de ses véhicules par des manifestants. Et bien voilà, c'est tout pour ce journal. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Vous étiez avec Rebecca Silla. D'ici là, prenez soin de vous.